Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Diplomatie et stratégie. Collection dirigée par Emmanuel Collier. Ouvrage paru. Christina Aguillard et Camille Nhouyvanisvong, ambassadeur, guide pratique de la négociation internationale 2010. Daboville, Robert, investissement pétrolier chinois en Afrique 2010. Mignot, Bruno, il était une fois des militaires. Chronique d'une mutation en cours 2009. Lodo, Jean-François, le nouvel ordre du puzzle des Balkans 2009. Mallatrait, Clémence, en collaboration avec Thomas Mécharos, la France puissance inattendue au XXIe siècle dans le Pacifique Sud 2009. De Remaux, René Maurice, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Institution internationale du XXIe siècle, 2008. Koyokaru, Doru, géopolitique de la mer Noire. Éléments d'approche, 2008. Lefebvre, Jean-Luc, à la recherche du cinquième élément, du feu à l'espace, une brève histoire de conquête, 2008. Mignot, Bruno, regard d'un militaire sur la société française. La République nous appelle, 2007. Meyer, Michel, la nouvelle diplomatie commerciale brésilienne. Lula, Danse avec le soleil 2005. PREFACE. Science et technologie ont réussi et échoué en même temps. Agi Wojciechowski. Le monde dispose aujourd'hui de plus de moyens de communication qu'il n'y en a jamais eu au cours de l'histoire. Le vertigineux développement des technologies de communication et de l'information touche ainsi toutes les zones de la planète. Il ne se fait pas sans le Moyen-Orient. Formés en géographie, en droit, en sciences politiques, les auteurs de cette remarquable monographie soulignent pourtant les ambivalences de cette évolution. En effet, si les TIC constituent dans cette partie du monde une infrastructure au service de l'impulsion de la science technique industrie, c'est-à-dire du développement et du profit, elles servent aussi de support aux États qui s'en servent pour réaffirmer leur domination. Ce statocentrage, ici décrit, cherche à réagir à l'internationalisation de mouvements politiques et sociaux qui s'emploient à dénoncer et à critiquer les excès de régimes souvent peu démocratiques. Cette critique va bien entendu jusqu'aux politiques des gouvernements, ce qui tient compte de la lésion çà et là des droits humains, de l'aggravation des inégalités, de la dénonciation d'éléments culturels prémodernes et non occidentaux. Ainsi les TIC se présentent-elles aussi au Moyen-Orient comme courant émancipateur, tendu par une aspiration à un monde meilleur. L'articulation de ces deux tendances est complexe. Elles forment en fait un seul processus antagonique, concurrent mais complémentaire. Les idées novatrices se développent dans cette partie du monde, comme contrepoint des idées de domination et d'exploitation, tandis que les idées universelles y sont introduites et se développent sur la base des progrès économiques et de techniques qui se répandent justement grâce au support des moyens de communication. L'approche développée ici est riche, et n'exclut jamais l'importance de la dimension juridique. Celle-ci entoure constamment l'ensemble des évolutions des TIC dans la région, qu'elle se présente par son cadre normatif étatique ou international, ou qu'elle soit évoquée sous l'angle des recours contentieux potentiels. Elle travaille sous l'angle politique aussi, travaillant sans cesse la théorie de l'État, étudiant savamment les variations de sa présence ou de son recul. Ainsi, le Moyen-Orient nous apparaît-il sous un jour nouveau, tendu vers un futur aléatoire et incertain mais ouvert sur d'innombrables possibles. Les TIC apportent à cette partie du monde diverse par ses niveaux de développement, un élément nouveau de complexité. Cela exigera une complexification de la politique qui, sans le choisir, se déplace peu à peu dans un contexte global et une dynamique planétaire. Emmanuel Collier. Avocat à la Cour. Professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Recteur de l'Université internationale de Brazzaville. Table des sigles, ABREVIATIONS et acronyme. ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. CCG, Conseil de coopération du Golfe. CDMA, Code Division Multiple Access. CIRDI, Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements. CNUSED, Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement. Les CS,
Digital Cellular System. O. Émirats Arabes Unis. Edge. Enhanced Data Rate for GSM Evolution. FTTH, Fiber to the Home. GATS, General Agreement on Trade and Service. GATT, General Agreement on Tariff and Trade. GSM, Global System for Mobile Communication. HSPA, High Speed Packet Access. ID, Investissement direct étranger. IP, Internet Protocol. MENA, Middle East and North Africa. OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. OMC, Organisation mondiale du commerce. ONU, Organisation des Nations unies. ORD, Organe de règlement des différends. TDMA, Time Division Multiple Access. TIC, Technologie de l'information et de la communication. NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication. UE, Union européenne. UIT, Union internationale des télécommunications. UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. VoIP, Voice over Internet Protocol. Wi-Fi, Wireless Fidelity. ZAL, Zone arabe de libre-échange. 3G, Third Generation of Development in Wireless Technology. Remerciements. Les auteurs tiennent à remercier les personnes qui suivent pour les entrevues qu'elles ont bien voulu leur accorder, leur permettant de mieux appréhender les enjeux régionaux et d'enrichir leur approche. Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Pascal Chéniaud, directeur du master spécialisé Management des risques internationaux d'HEC Paris. Nicolas Gresseur, consultant Terra Consultant. Laura Recueirtovto, économiste au sein du département Afrique et Moyen-Orient, Centre de développement de l'OCDE. Une pensée toute particulière à Maître Emmanuel Collier qui a bien voulu nous suivre dans cette belle aventure, en nous accordant toute sa confiance et son soutien. À nos familles. Avertissement. Les auteurs entendent utiliser durant le présent ouvrage, pour des raisons de fluidité de lecture, les noms des pays suivants en lieu et place de leur dénomination constitutionnelle telle que recensée sur le site internet officiel du groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques. http://www.toponymifrancophone.org/. Arabie Saoudite en lieu et place de Royaume d'Arabie Saoudite. Bahreïn en lieu et place des États de Bahreïn. Égypte en lieu et place de République arabe d'Égypte. Irak en lieu et place de République d'Irak. Israël en lieu et place des États d'Israël. Jordanie en lieu et place de Royaume hachémite de Jordanie. Koweït en lieu et place des États du Koweït. Liban en lieu et place de République libanaise. Oman en lieu et place de Sultanat d'Oman. Qatar en lieu et place des États du Qatar. Syrie en lieu et place de République arabe syrienne. Yémen en lieu et place de République du Yémen. Les auteurs ont également substitué le nom de Palestine en lieu et place des États palestiniens, bien que la reconnaissance internationale de celui-ci soit encore contestée, ainsi que le nom de Ligue arabe en lieu et place de Ligue des États arabes. Introduction générale. Observatrices attentives du Moyen-Orient, nous sommes également spectatrices des mutations qui s'opèrent dans cette région, tant au niveau économique, diplomatique et politique que sociétal. À ce titre, les infrastructures nécessaires aux télécommunications se sont particulièrement développées et modernisées au point de faire du téléphone portable et de la parabole des références qui pourraient peut-être un jour remplacer le célèbre indice Big Mac, élaboré par The Economist 1, pour évaluer les disparités de niveau de vie entre les États. En effet, on compte aujourd'hui plus de 150 chaînes de télévision par satellite diffusées au Moyen-Orient, tandis que 200 chaînes supplémentaires devraient être disponibles dans peu de temps. La guerre de Golfe de 1991 a considérablement augmenté la demande en chaînes satellitaires, notamment afin de pouvoir recevoir les informations diffusées par la chaîne de télévision CNN2. Son introduction et sa rapide propagation dans la société, de même que la reconnaissance de son utilité ont rendu ce média populaire.
Mais le satellite n'est pas uniquement utilisé pour la diffusion de chaînes de télévision. Bien au contraire, il est indispensable à la transmission des données des entreprises implantées dans la région, ce qui explique qu'il soit en plein essor et qu'il continue à se développer. Le marché de la téléphonie mobile est lui aussi en pleine expansion, et la compétition entre opérateurs pour l'attribution des licences est rude. En Irak par exemple, les opérateurs se battent pour remporter le marché, tant il y a à reconstruire et tant la demande est importante. 3. De même, les Émirats arabes unis vont peut-être voir leur troisième opérateur s'implanter en 2011. 4. La compagnie Yahsat 5, qui pourrait être choisie par l'autorité de régulation des télécoms. La diffusion des technologies de l'information et de la communication, TIC, s'est faite plus rapidement qu'il ne l'avait été prévu. Plus de la moitié de la population mondiale a aujourd'hui accès au TIC, notamment grâce à la révolution de la téléphonie mobile. Le secteur de l'industrie mobile devrait, dans les 5 ans, passer de 2,8 à 4,2 milliards de souscriptions, dont 90% devraient provenir de pays à l'économie émergente et 20% d'Afrique et du Moyen-Orient. 6. Ajoutons que la 29e édition de la Semaine technologique JTEX d'octobre 2009, qui regroupait les plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, a été un grand succès. Ce sont près de 134 000 visiteurs professionnels qui s'y sont rendus, prouvant ainsi l'importance du secteur. Autant d'éléments qui tendent à prouver que le secteur des télécommunications est en pleine croissance au Moyen-Orient, qui ne reste pas à l'écart du phénomène, comme il peut l'être d'après certains analystes, de la mondialisation 7 et qu'il aura ou a déjà un impact sur les sociétés. Au cours de l'année écoulée, plusieurs événements ont retenu notre attention, dont les plus significatifs sont très certainement 2 événements successifs qui concernent la Jordanie, et qui caractérisent bien la dualité de la politique des régimes moyen-orientaux en général, et plus particulièrement celle qu'ils adoptent à l'égard des télécommunications. Le 30 novembre 2009, le ministère jordanien de l'Information et des Technologies de la Communication s'est vu décerner, conjointement avec la Russie, le prix UNESCO, Roi Hamad bin Isa Al Khalifa pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation 8. Ce prix récompense un programme lancé en 2003, visant à former plus de 3000 enseignants au TIC et à proposer 6 programmes pour renforcer les outils nationaux dans le domaine de l'éducation, preuve de modernité et d'ouverture. Quelques mois plus tard, en janvier 2010, la Cour de cassation de Jordanie 9 a étendu la portée des lois sur la presse et les publications écrites à Internet et aux publications électroniques, ce qui signifie que les livres et les journaux qui étaient jusque-là censurés seront rejoints par les sites et les blogs. L'ouverture-fermeture ou la dualité permanente des gouvernements du Moyen-Orient est mise en exergue par cet exemple. Mais au-delà de cette anecdote, il est intéressant d'observer et d'analyser les mutations engendrées par les TIC de manière globale. La rapide évolution des TIC. Les technologies de l'information et de la communication occupent une place particulière au sein de notre vie. Cet impact a donné lieu à la qualification de société de l'information, pour définir la modification de l'environnement sociétal engendré par la position centrale des TIC. En effet, bien que le développement des premières TIC remonte à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'apparition successive du télégraphe puis du téléphone, du téléx et enfin d'Internet qui a bouleversé nos habitudes. L'utilisation des câbles sous-marins, des ondes, du satellite puis de la fibre optique a également particulièrement modifié notre façon de communiquer en permettant mobilité, ubiquité et promiscuité. Rapidement, les TIC sont devenus le symbole d'une troisième révolution industrielle, après la machine à vapeur et le chemin de fer au XIXe siècle, l'électricité et le pétrole au XXe, entraînant comme le veut la définition, une coupure profonde et visible avec les anciens modes de production et la prédominance de ce secteur sur les autres. Il est vrai que ces mécanismes ont encore rationalisé notre façon de produire. Pour preuve, plus aucune industrie n'envisage de s'implanter sans Airbus dans le cadre de ses opérations de supply chain. C'est par ailleurs cette capacité de capillarisation des autres secteurs qui est mise en avant, comme si désormais la matrice économique ne relevait plus que des TIC.
Ainsi ne parle-t-on pas des multiples applications déclinables autour des TIC dans des domaines aussi variés que la médecine, l'enseignement ou encore le secteur bancaire. C'est ce phénomène que Robert Gilder XI nomme le télécosme, à savoir un monde gravitant autour des TIC. Tirées par l'essor de la mondialisation 12 qu'elles ont contribué à muer en globalisation 13, les TIC concourent à l'émergence du village planétaire de Marshall McLuhan XIV, caractérisé par l'absence de frontières et la réduction de l'espace-temps. Néanmoins, cette homogénéité n'est qu'illusion. Il suffit de constater les disparités de développement pour comprendre les craintes liées à une fracture numérique 15 du monde. Les problèmes tirés du transfert de technologie se posent au sein des organisations internationales telles que l'OCDE et l'OMC. Néanmoins, ce serait occulter le fait qu'initialement les TIC sont issus des recherches militaires, satellites et Internet notamment, et font partie de ces biens dits sensibles ou à double usage 16, conçus pour conforter la sécurité intérieure et extérieure de l'État contre toute menace 17. L'application des TIC aux autres secteurs de l'économie induit également de nouvelles pratiques comme le commerce électronique, encore dénommé e-commerce, dont le statut juridique international reste encore indéterminé. L'immatérialité du transfert de données comporte de nombreux risques, questionnant de facto le rôle de l'État face aux atteintes potentielles et nouvelles à sa souveraineté. Les réponses traditionnelles ne suffiront pas et devront donc être repensées. En effet, les frontières pourtant clairement définies semblent désormais éclater sous l'effet .com, conduisant à une fragmentation nouvelle des territoires ne correspondant plus aux réalités des marchés économiques nationaux. Le Moyen-Orient, positionnement stratégique, environnement chrysogène et menaces protéiformes. La croissance et l'expansion du e-business, des transactions online et des e-gouvernements ont entraîné une augmentation de la demande pour les TIC dans les pays du Moyen-Orient, notamment chez les principaux producteurs de pétrole et de gaz de la région, à savoir Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ainsi, l'augmentation du prix du pétrole et de la production a provoqué une augmentation de leur PIB et donc de leur capacité d'investissement dans les infrastructures, parmi lesquelles les réseaux inhérents au TIC-18. Une attention particulière doit être portée à cette évolution, d'autant plus qu'elle intervient dans une région systématiquement dépeinte comme étant la zone chrysogène du monde, celle de tous les antagonismes et de tous les dangers. Il est de surcroît rare de l'analyser à travers un autre prisme que celui de l'autoritarisme ou des conflits. Quant à la délimitation de la zone étudiée, nous avons sciemment fait le choix d'exclure certains pays de la zone. En premier lieu, l'Iran en raison de son identité perse, mais surtout car il nous a semblé qu'il ne pouvait être inclus dans la même dynamique que les pays du Moyen-Orient, qui se constituent comme une sorte de « hub » entre l'Europe et l'Asie. En effet, Téhéran mène une politique relativement isolationniste vis-à-vis des pays arabes 19 et affirme plutôt sa volonté de se tourner vers l'Asie centrale, comme le démontre son appartenance à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Nous avons exclu également la Turquie, résolument orientée vers l'Europe et membre de l'OTAN. Cependant, nous avons intégré l'État hébreu, pays clé de la région, entre autres de par sa position géographique centrale dans la zone et les conséquences politiques, diplomatiques et sécuritaires qui en découlent sur les pays voisins. Les TIC au Moyen-Orient, entre nécessité de développement et modernisation politique. Les objectifs du millénaire de septembre 2000 ont permis la reconnaissance des technologies de l'information et de la communication comme vecteurs de développement social et économique. Les sommets mondiaux sur la société de l'information qui se sont tenus à Genève en 2003 et à Tunis en 2005 l'ont par ailleurs réaffirmé 20. Il est instructif de voir que les TIC sont considérés d'une part comme des infrastructures cruciales pour les opportunités économiques, les libertés politiques, les soins médicaux, les garanties de transparence et d'autre part comme des accélérateurs de développement dans le cadre des sociétés de la connaissance 21. Dans le cas du Moyen-Orient, certaines études 22 affirment que les TIC peuvent être un formidable outil pour augmenter la productivité des États et les performances économiques, créer des emplois, générer une croissance durable, accroître la coopération internationale dans divers secteurs comme la finance, le commerce, les investissements étrangers et ainsi, à terme,
augmenter considérablement le poids des pays du Moyen-Orient au sein de la concurrence mondiale. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue que ces avantages sont critiqués et que les TIC peuvent exacerber les inégalités déjà présentes comme en créer de nouvelles. Quel rôle pour les TIC ? Les relations internationales contemporaines connaissent aux côtés des acteurs traditionnels que sont les États et les organisations internationales, de nouveaux acteurs provenant de la sphère privée. Parmi ceux-ci, la catégorie des entreprises multinationales ou transnationales émerge grâce à des caractéristiques propres et des potentialités d'interaction avec les États sur la scène internationale. Au titre de leurs caractéristiques, la dimension économique et la capacité de pression corrélative sont principalement retenues. Ces dernières sont d'autant plus puissantes qu'elles opèrent souvent dans des secteurs dits stratégiques comme par exemple les infrastructures. Les acteurs économiques internationaux opérant dans le domaine des TIC font naturellement partie de cette catégorie de multinationales. Face aux États de la zone particulièrement fragilisés sur le plan institutionnel, la question se pose alors de savoir si les TIC peuvent être un outil d'appréciation des rapports existants entre États et firmes multinationales, FMN. Il s'agit dès lors d'envisager l'ambivalence des TIC sous l'angle d'un dualisme sociétal. Ces technologies permettent de contribuer au développement de la zone dans une perspective de court terme à travers les flux dits drainés, mais conduisent également, dans une vision de plus long terme, à renforcer l'instabilité d'ores et déjà présente au Moyen-Orient. Il conviendra alors de définir, identifier et analyser les différentes formes de développements induites ainsi que les facteurs perturbateurs endogènes et exogènes. Pour analyser les rôles des TIC au Moyen-Orient et mesurer les rapports de force entre l'État, acteurs traditionnels des relations internationales et les FMN, nous nous attacherons dans un premier temps à mettre en avant les éléments tendant à démontrer que les TIC contribuent au développement, partie 1, tandis que dans un second temps, nous soulignerons les effets perturbateurs et déstabilisateurs que les TIC peuvent avoir sur les gouvernements autoritaires du Moyen-Orient, partie 2. Partie 1. Les TIC, vecteurs de développement. Il ressort de l'étude approfondie des États de la région une tendance générale confortant la vision de la fonction des TIC comme vecteurs de développement. En effet, si sur le plan politique les réformes encouragent leur implantation et leur diffusion, chapitre 1, l'analyse économique fait état d'un dynamisme certain et d'un impact plurisectoriel, chapitre 2, soutenu par le droit international et les législations domestiques, chapitre 3. Chapitre 1. Vers une ouverture politique. Aujourd'hui, les TIC croissent très rapidement et l'accès à ces nouvelles technologies devient plus aisé. Leur rôle dans le développement socio-économique des pays, notamment arabes, est une thèse de plus en plus mise en avant 23. Cependant, cet accès demeure inégal, que ce soit entre pays développés et pays en développement ou entre pays en développement et ce, à l'intérieur même du Moyen-Orient. Section 1. État des lieux de l'implantation des TIC dans la région. 1. Une tendance générale à l'ouverture aux TIC. La région moyenne-orientale a globalement considéré les technologies de l'information et de la communication avec suspicion. Les gouvernements, tels celui de l'Arabie saoudite, ont longtemps répugné à investir dans ce secteur jugé déstabilisant, tandis que d'autres, comme ceux de Bahreïn ou de Jordanie, ont davantage pris en compte l'aspect économique des TIC et les avantages pécuniaires qui pouvaient en découler 24. Cependant, comprenant que les TIC pouvaient être un facteur de développement, au moins économique, les gouvernements arabes ont laissé ce secteur s'installer et croître. Ils l'ont même souvent accompagné. Les TIC contemporaines sont apparues pour la première fois au Moyen-Orient dans les années 1990. C'est en 1992 que l'Égypte établit sa première connexion Internet via la France 25. Petit à petit, d'autres États arabes se sont reliés à ce nouveau réseau. Les gouvernements ont alors observé, via des groupes de travail, les conséquences de l'introduction de ce nouveau moyen d'information et de communication sur leur population. Estimant les résultats satisfaisants voire positifs, parfois contraints, ces mêmes gouvernements ont ensuite accueilli favorablement, parfois même favorisé l'implantation d'autres nouveaux moyens de communication, comme les téléphones portables.
Alors qu'au début de l'implantation de ces nouvelles technologies, seules les catégories sociales les plus aisées y avaient accès, aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un outil indispensable et très présent dans les sociétés arabes et moyen-orientales en particulier. Il est le symbole de la tranche 15 à 40 ans. Désormais, c'est un véritable signe d'appartenance et de reconnaissance. Il doit être le plus complet et le plus sophistiqué possible bien que toutes les fonctionnalités ne soient pas exploitées. En mai 2003-26, chaque pays de la région, exception faite de l'Irak, avait un accès à Internet, et on recensait près de 9 millions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.